Nous aurions pu finir par nous habituer à sa présence, comme ces vieux couples qui se sont tellement vus qu'ils ne se voient plus. Mais voilà, au cours des rencontres du ciel et de l'espace, il a exposé quelques-unes de ses photos, nous rappelant, s'il en était vraiment besoin, la chance que nous avions de le compter parmi nous. Thierry Legault, bonjour Thierry. Bonjour, très honoré d'être avec vous une nouvelle fois. Alors, content des rencontres du ciel et de l'espace cette année? Comme d'habitude, ça commence à me manquer, donc heureusement la prochaine édition devrait avoir lieu dans un an. Voilà, mais ça permet de revoir des gens qu'on voit que tous les 2 ans, ou là 3 ans pour cette fois-ci, des exposés à courir partout dans les différentes salles, des conférences, du matériel, plein de tentations, et puis voilà, donc que du bonheur. Bon, bah écoute, c'est parfait. On aura l'occasion de s'y retrouver en 2022. Deuxième chroniqueur du soir et certainement l'homme le plus mal nommé du monde, car personne dans le monde de l'astrophotographie n'oserait lui demander t'es qui? Je sais, c'est nul, Mathieu, mais je ne pouvais pas ne pas la faire, surtout en présence de Fred. Je n'ose la blague que parce que l'émission se fait en distanciel, car il a des troncs d'arbres à la place des avant-bras. Mathieu Tequi, bonjour Mathieu. Salut. Donc ravi aussi, toi, je crois, des rencontres du ciel et de l'espace, des conférences. Ouais, ouais, très content de vous avoir rencontrés en vrai. Et puis, vivement les prochaines, effectivement, qu'on puisse se retrouver peut-être un peu plus longuement. Bah écoute, normalement 2022, on sera bon pour la 8e vague et la 5e dose de vaccin, ce sera l'occasion. Cette fois, on n'aura peut-être plus besoin de masque. Enfin, le petit nouveau de la bande, en attendant Valentin Coas, que nous saluons et qui rejoindra l'équipe début 2022. Quand j'ai annoncé son arrivée, notre joyeuse équipe, j'ai cru comprendre qu'une grenade dégoupillée entrait dans la bande, que la cabane allait tomber sur le chien, voire que le cochon était dans le maïs. Car en plus de l'astrophotographie, il a comme talent, cher à mes yeux, de posséder un sens de l'humour extrêmement débile, ce qui est une immense qualité. Fred Lamagate, bonjour Fred. Bonjour. Alors toi, tu nous avais fait le plaisir d'être le premier à avoir remporté le petit logo Star Party sur ton image, qui était une nébuleuse de l'âme lors de la première émission. Donc on est ravis de t'accueillir parmi nous aujourd'hui. Et puis j'espère que l'humour dont tu fais preuve sur Facebook, tu vas nous le distiller au maximum parce qu'on va avoir quelques thèmes qui promettent et qui nécessitent de sniper un peu. On va attaquer tout de suite avec la rubrique mise en station. Depuis le début de la crise Covid, nous avons constaté un accroissement significatif du nombre de pratiquants de l'astrophotographie, mais aussi une hausse exponentielle du nombre de membres dans les groupes qui sont consacrés à l'astrophoto. Avec une ouverture à un public sans cesse plus large, on voit malheureusement aussi fleurir des photos douteuses annoncées comme étant prises avec un matériel notoirement insuffisant par rapport aux résultats exposés ou issus de montages parfois grossiers. Mais on voit aussi des vols de photos et des reprises de données venant par exemple de Hubble et j'en passe. Messieurs, vous qui êtes souvent aux premières loges, pouvez-vous me parler un peu de cette triche qui, bien sûr, ne date pas d'aujourd'hui, mais qui me semble, c'est peut-être une fausse impression, vous allez me le confirmer ou pas, avoir pris un petit coup de boost? Alors, c'est vrai que par rapport à ces photos-là, on distingue plusieurs triches, on va dire. Les premières triches qu'on voyait, c'était plus les photos qui étaient volées et parfois, en fait, même remodifiées par les personnes qui l'avaient volées. Et on les trouvait sur d'autres groupes où le problème en plus, c'est qu'on se faisait démonter quand on disait, dis donc, vous avez pris ma photo, ce serait sympa de me mettre en nom et puis d'éviter de la transformer parce que c'est moche ce que vous avez fait. Et quand on disait ça, les mecs ils disaient, oh oui, mais ça c'est de la libre expression, si vous aimez pas, c'est pas grave, laissez-nous rêver. Bon. Parce que toi, il t'est arrivé de te faire voler directement des photos à toi? Alors, moi, non, j'ai pas eu de photos volées. Je me souviens qu'on en avait parlé dans un petit groupe avec Fred et puis d'autres, où on avait vu une photo, c'était ciel austral, ciel boréal, ça avait commencé par eux. Sachant qu'en plus, la photo qui leur avait été volée, le mec la vendait. Oh la vache! Donc, ça, autant dire que notamment un membre n'a pas du tout aimé et c'est allé vite, en fait. C'est allé très vite. Il se prénommerait pas Laurent, ce membre-là? Je dirais rien, je dirais rien. Mais chose que je comprends. Enfin, là, par contre, c'est quand même très, très abusif. Et après, non, après, il y avait d'autres membres, comme par exemple Marcel Dreschler, où lui, il s'était fait voler une photo transformée, affreux, hyper saturé. Enfin, je ne sais pas si tu te souviens, Fred. C'était d'une laideur incroyable. Et en fait, c'est ce qu'il a dit. Mais qu'est-ce que vous avez fait à ma photo? Enfin, c'était un peu ça. Bon,
Ce genre de C'est-à-dire qu'on triche, n'en est même plus à gueuler simplement parce que la photo a été volée, mais parce qu'en plus, elle est horriblement elle, dénaturée derrière. elle est modifiée. Ouais, mais ça, c'est bien pour l'amour de l'art, mais enfin, déjà, le principe du vol est quand même insupportable, quoi. Voilà. Enfin, tout ce qu'on demande, c'est même pas de la reconnaissance ou quoi que ce soit, c'est le petit crédit à la limite en dessous, et puis éviter de transformer la photo. À la limite, c'est tout ce qu'on demande, hein. Moi, à partir du moment où on me dit est-ce que je peux utiliser tes données, évidemment. Enfin, moi, j'ai jamais dit non à quelqu'un qui voulait utiliser des données que j'avais. Je suis le premier à filer des couches s'il y a besoin. C'est pas grave. Après, tu demandes juste, tu mets un petit mot comme quoi quand même c'est pas ta couche ou un machin comme ça. C'est juste la moindre des choses. Voilà. Sauf s'il dénature pas l'image, auquel cas, il vaut mieux que le nom de Ah l'auteur ne soit oui, pas visible. c'est sûr. Puis après, enfin, faut dire ce qui est. On commence à prêter nos photos ou nos couches à des personnes en qui soit on a confiance, soit on sait qu'ils commencent à maîtriser un petit peu le domaine et puis qu'ils vont faire un truc sympa avec. Faut dire ce qui est aussi maintenant. Oui. Ouais, mais alors, Euh, justement, toi, Thierry, qui quand même a des photos qui ont été publiées dans des grandes revues, on avait parlé de la couverture du Times, je veux dire, tu écris des livres, je veux dire, c'est aussi normal que tu sois rémunéré pour ça. Est-ce que le vol de photos, tu y as été confronté toi directement par rapport aux tiennes? Est-ce que c'est quelque chose que tu surveilles un peu? Pas du tout? Ça Comment m'est arrivé ça m'est arrivé qu'on me signale à l'occasion une photo qui traîne sur un site, sur un forum, sans mention, sans copyright. J'en ai trouvé une sur Reddit une fois, là, qui est une espèce ah oui. de site de publication de photos. Ça m'est arrivé, pas très souvent, mais en même temps, je ne surveille pas ce qui circule. Donc, j'ai très bien pu avoir des photos qui ont circulé et dont je ne me suis jamais aperçu. Donc, oui, effectivement, ça m'est arrivé. Je ne peux pas dire que ça m'ait porté préjudice parce que ce n'est pas des choses qui ont été vendues, mais ça ne fait pas très plaisir, effectivement. Enfin, bon, en positivant, on peut dire, bon, à condition que la photo ne soit pas dénaturée, on peut dire, bon, allez, c'est une certaine reconnaissance, mais que des gens se permettent voilà, de les récupérer sans citer l'auteur. Alors, évidemment, c'est un manque de respect, mais il y a des gens qui considèrent qu'une fois que c'est sur Internet, bah, tout le monde peut en faire ce qu'il veut, hein. Tout le monde n'a pas encore bien compris que même une photo sur Internet, bah, les droits d'auteur et le respect de l'auteur restent à 100%. Ouais. Ouais, mais ça, le fantasme de la gratuité absolue sans copyright, puis alors déjà la notion de copyright chez nous est pas forcément très bien prise en compte. Fred, toi, ton point de vue un peu là-dessus? Ben, moi, je pense qu'il y a beaucoup plus d'images qui sont volées et malheureusement, on ne le voit pas, on ne s'en rend pas compte parce que là, on parle de gens, surtout, comme disait Mathieu, de gens qui retraitent par-dessus, mais qui font de la N'importe bouillie, quoi. voilà. Mais moi, je pense qu'il y a beaucoup d'images qui doivent être volées, par exemple sur Astrobin, pour se servir d'une couche couleur. Et là, c'est très compliqué de repérer. C'est même quasi impossible, quoi. Ouais. À moins que l'image soit cadrée pile poil pareil. Moi, je pense qu'il y a beaucoup plus qu'on le croit, quoi. Moi, ce qui m'a surpris, tu vois, tu parles d'Astrobin, c'est intéressant. Alors, c'est Je dis le site. Astrobin, ça peut être Flickr. Non, non, Ça peut mais être, voilà. le site d'Astrobin est, moi, remarquable, il n'y a aucun problème là-dessus, ils sont responsables de rien, mais on en avait parlé avec Jean-Baptiste Roux, dont je précise qu'il aurait dû être avec nous s'il n'était pas le jumeau de Perceval dans Camelot, mais on en reparlera. Jean-Baptiste me disait qu'apparemment sur Astrobin, la chasse, la photo volée, truquée, détournée commençait à être Ouais. un peu durcie, quoi. Mais ce qu'il faudrait qu'il fasse, et je pense que je pense que c'est possible à faire facilement, quoi. Que ce soit Astrobin ou Flickr, ce qu'il devrait faire en fait sur ce site, c'est qu'on ne puisse pas télécharger une photo en pleine résolution. Déjà, ça dissuade. Si tu télécharges la photo affichée, si tu la télécharges, mais que tu la reçois toi sur ton ordinateur à une résolution pourrie, déjà, ça va compliquer vachement pour servir de cette même image pour, tu vois. Le problème, c'est qu'on arrive. Le pire, c'est Flickr. Flickr, tu peux carrément la télécharger dans sa plus haute résolution, quoi. Ça, c'est quand même Il y a des problématique. moyens de mettre des copyrights invisibles, hein, Oui, des dans les. watermarks dans tes Voilà, photos. des watermarks. Ouais, Alors, dans certains cas, ils peuvent être visibles et dans d'autres cas, ils sont invisibles, hein. Ils sont dans les données à l'intérieur de l'image. Parce qu'au final, une photo, surtout si elle a été modifiée, recadrée, retournée, modification des couleurs, des contrastes, tout ce qu'on veut, c'est vrai que réattribuer la paternité de la photo et revendiquer la paternité de la photo n'est pas forcément évident pour l'auteur lui-même.
déjà. Je veux dire, ça, c'est ma photo. Bah, prouve-le. Et là, pour le prouver, c'est pas Alors, tellement évident. il y a de plus en plus de personnes qui font des petits moyens comme ça. Et c'est vrai que c'est la différence pour moi entre le vol et la triche. Les photos comme ça, où par exemple on récupère une couche couleur, on y ajoute notre luminance, c'est vrai que ça va être compliqué de l'avoir. Et oui, et ça, je pense qu'il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Ça, Mais il y en a qui commencent à mettre parfois des pixels chauds qui n'ont rien à voir avec la photo. Ouais. Et alors, sur un pixel, exactement où il est, au même endroit, par exemple, je ne sais pas, moi, imagine 40 en ordonnée, 40 en abscisse. Donc, c'est dans un coin, ça ne va pas gêner l'ensemble de la photo. Et là, tu as un vieux pixel d'une couleur qui n'a rien à voir avec la photo. Et ils arrivent maintenant à le prouver comme ça. Alors là, ça devient perfide, mais je sais qu'il y a eu des cas où, il y a eu un cas en tout cas, où ça a été prouvé comme ça et reconnu. Hein. Donc là, s'il faut en arriver là pour nos photos, bon, à part, oui, peut-être. Comme quoi, faire des images avec plein de défauts peut présenter des avantages. Exactement. On les reconnaîtra d'autant mieux. C'est ça. Bon, moi, je suis en train clairement. Moi, je peste contre ceux qui ont des aigrettes parce que ça ne m'arrange pas du tout pour moi. Si je veux leur piquer, ça ne va pas. Alors, tu as employé un mot, Mathieu, que je trouve intéressant, c'est le mot de triche. On avait discuté avec Pascal Gouraud, qui fait beaucoup de Nightscape et qui est un voisin et un copain, sur le fait qu'en Nightscape, notamment dans les groupes Nightscape, on voit fleurir des photos de la Lune absolument extraordinaires, où on a une montagne, une Lune qui fait 4 fois, voire 5 fois la taille d'Andromède dans le ciel, et qui sont présentés comme voilà ma photo de la pleine Lune à tel moment, alors qu'on est clairement sur du montage, choses comme ça. Et le groupe, les gens qui font du Nightscape évoquaient une charte éthique pour justement ne pas montrer n'importe quoi ou sans prévenir qu'on avait affaire à un montage, ce qui est en soi tout à fait possible. Hein. Je veux dire, ça reste une possibilité artistique de mixer 2-3 photos. Là-dessus, il n'y a absolument rien à dire à partir du moment où c'est annoncé. La problématique, moi, ce qui me choque dans ces trucs-là, c'est au niveau de la triche, c'est plutôt de prendre une photo absolument impossible avec le matériel annoncé et de dire qu'elle est faite avec ce matériel annoncé. Je prends un autre exemple tout bête. J'ai un camarade qui vient régulièrement dans le jardin, profiter du ciel pour photographier le calmar. Et ça fait des mois, en plus en Bretagne, des mois, peut-être un jour, des années, qu'il se bat pour avoir suffisamment d'acquisition sur sa couche haut pour pouvoir faire apparaître le calmar. Et un jour, il m'envoie une photo sur Astrobin d'un type qu'il a pris avec un Sony A7S en 7 heures de pause. Et alors le machin, c'est Nicolas Houters x4. Il y a des couleurs partout, l'image est énorme. Et tu te dis, mais comment en 7 heures avec un A7S aurait-il pu récupérer un truc pareil? C'est extrêmement douteux. Et au final, la seule chose que ça a généré chez ce fameux camarade, c'est un peu de découragement quand même. Donc je pense à tous ceux qui démarrent, qui sont dans la courbe d'apprentissage de l'astrophoto et qui se retrouvent confrontés à des trucs inaccessibles, théoriquement, mais logiquement. Grosse déception après, quoi. Ces personnes qui vont, du coup, s'ils vont investir dans du matériel, pensant pouvoir atteindre eux aussi ce type d'image, et puis après, on retrouve du matos à vendre parce que ça ne marche pas, quoi. Toi qui as eu la 7S, Fred. Dans le Nightscape, il y a aussi, la difficulté, il y a aussi qu'il y a toute une gradation de ce qu'on peut appeler des montages. À partir de la photo simple, une pose, une image, là, il n'y a pas du tout de montage. À l'autre extrémité, comme tu disais, David, effectivement, une lune prise avec un télescope collée derrière une montagne prise avec un objectif depuis un autre lieu, à un autre moment, avec d'autres moyens, où là, c'est le vrai montage. Ouais. Puis entre les deux, alors on arrive, et notamment avec un logiciel que j'ai déjà utilisé, hein, je revendique aussi, qui s'appelle Sequator, qui permet de combiner le ciel et le paysage. Alors, soit l'appareil il est sur un trépied et il ne suit pas du tout, on fait des poses assez courtes, et à ce moment-là, le ciel Sequator va faire un petit suivi sur le ciel, va recentrer le ciel en gardant le paysage immobile et va recombiner les deux. En général, il faut dessiner la limite entre le paysage et le ciel.
On trouve aussi l'inverse, c'est-à-dire l'appareil mis sur une petite équatoriale. Donc là, le ciel est bien suivi. Donc là, les gens posent pendant quelques minutes, voire quelques dizaines de minutes. Et puis, ils rajoutent un paysage fixe, pris avec une seule dépose, devant. C'est ainsi qu'on voit, par exemple, et même sur la pod, on voit des images avec un paysage et puis une Andromède au-dessus du paysage, alors avec des extensions, ou une Orion aussi avec des extensions magnifiques. Alors, c'est pas du montage au sens où je le disais tout à l'heure avec la Lune derrière une montagne. On met le pied un petit peu dedans quand même. Pour moi, ça reste malgré tout, si les durées de pause ne sont pas trop longues, ça reste quand même une scène dont on a pu être le témoin, parce que c'est là effectivement, je pense où est la limite, c'est que le Nightscape, pour moi, il doit représenter quelque chose qu'on a vu. Alors même si, évidemment, les couleurs ne sont pas les mêmes, les choses sont forcément différentes entre le visuel et la photo, mais à partir du moment où ça représente une scène qu'on a vue, moi, je tolère un petit peu de montage, mais là, encore une fois, la limite, elle est difficile à mettre entre le pas de montage, pas d'assemblage du tout, et l'assemblage affreux qui génère des tas de bravos sur Facebook. Alors, c'est ça qui est un peu déprimant aussi des fois, c'est qu'on voit passer alors des montages, par exemple, j'ai vu il n'y a pas longtemps, la Lune avec les planètes à côté, Jupiter, Saturne, Mars. Oui. Alors, pas du tout à la bonne dimension, mais il y a des gens qui croient que c'est une conjonction planétaire. Et c'était écrit dans le texte. Alors, l'auteur était honnête, il a écrit dans le texte, j'ai fait un montage. Les positions ne sont pas réalistes, les tailles n'étaient même pas réalistes. Saturne n'était pas aussi gros que la Lune, mais enfin, était beaucoup plus gros que naturellement en comparaison avec la Lune. Mais dans les commentaires qu'il y avait derrière, les trois quarts des gens, ils n'ont pas lu le texte qui était au-dessus. Oh, bravo, magnifique, une photo extraordinaire. Quand avez-vous fait ça? Et c'est un peu déprimant aussi parce qu'on dit que même quand les gens avouent avoir fait un montage, il y a beaucoup de gens derrière qui ne le voient pas. Mais au moins, l'auteur est honnête. Et derrière nous, on arrive avec une occultation de Saturne par la Lune, avec un Saturne qui est forcément plus petit. Et les gens, il faut dire ah ouais, mais j'ai vu mieux quand même. Bon, d'accord. Ouais, c'est douloureux. Ouais. Surtout quand on voit le temps qu'on y passe, quoi. Ouais, non, mais tu vois, tu évoquais Facebook. Pardon, vas-y Mathieu, je reviendrai après. Je disais juste, pour rejoindre Thierry, c'est vrai que quand le montage il est cohérent, avec la date, la prise, la pause, etc., même si c'est un montage qui vient avec un petit HDR sur la Lune pour qu'elle apparaisse mieux, ou des trucs comme ça, c'est vrai que ça dérange beaucoup moins que le vulgaire collage où tu vois parfois l'éclipse de Lune avec la Pléiade à côté, alors que c'était pas du tout en même temps. Enfin bref, tu te dis, c'est pas possible. Et ça peut finir en apode, malheureusement. Mais je crois qu'en théâtre, on parle d'unité de lieu, de temps et d'action. Ouais. Déjà, il faut que ça soit pris à peu près au même moment, enfin dans un intervalle de temps raisonnable, depuis le même lieu et avec le même matériel. À partir de là, voilà, il ne faut pas être des ayatollahs non plus. On peut mettre un peu que ce soit cohérent. Voilà, il faut que ce soit cohérent. Et puis que ce soit dit. C'est surtout ça le truc. Que ce soit dit, que ce soit dit pour ne pas aussi, je vous dis, il y a le public, le grand public, d'une manière générale, un truc que j'ai pu réaliser, c'est-à-dire que parfois, certaines des personnes dont vous avez analysé les images, et je me mets avec vous là-dessus, disent « Putain les gars, vous êtes durs ». Oui, mais d'un autre côté, c'est le principe de l'exercice et justement, c'est d'essayer de pousser tout le monde à plus d'exigences et à aller plus loin pour obtenir de meilleurs résultats. Mais pour le grand public, une photo imprimée, même si il y a du pixel show qui traîne, un peu de gradient, machin, tout le monde s'en fout. Les gens le voient pas et ils voient quelque chose qui pour eux est exceptionnel. C'est quand on pratique qu'on a tendance effectivement à repérer ces détails-là. Moi, je pense quand même particulièrement à tous ceux qui démarrent et qui sont dans la courbe d'apprentissage du truc et qui se prennent des claques monstrueuses à grands coups de tiens, une image impossible et je vais te la vendre comme étant possible et si tu n'y arrives pas, tu es un con. Moi, c'est vraiment ce problème-là qui me dérange. Alors, du coup, ça me pose une question. Pascal Gouraud parlait de d'une charte éthique en Nightscape éventuellement. Est-ce que ça mériterait pas? Qu'est-ce que vous pensez de l'idée
du moins, de dire, tiens, et si, on parlait d'Astrobin tout à l'heure, qui est quand même un peu la référence dans l'hébergement d'images astro, et si on pouvait ne pas s'engager, par exemple, à signer une espèce de charte en astrophoto pour dire, les images, si j'utilise des couches que des copains me passent, je les cite. Je m'engage à ne pas prendre des photos de Thierry Legault pour dire regardez comme j'ai photographié l'ISS avec deux astronautes qui s'emberlificotent en sortant. Est-ce que ça aurait un sens ou est-ce que ça n'en a pas? Le problème, c'est que le voleur, pour moi, s'en fout de ça. Dans le sens... Si le voleur a signé la charte, il peut se faire taper dessus d'autant plus fort dans la communauté. Ça sera compliqué. Ça sera toujours les mêmes, si tu préfères, qui la respecteront, cette charte, quoi. La personne qui est mal intentionnée. Après, celui qui fait des montages sans forcément volonté de mal faire, peut-être que ça pourra lui éveiller sa conscience. Ouais. Une fois, ça arrive sur Facebook, s'il y avait un montage comme ça de planètes ou de lunes côte à côte, et il y avait des gens qui ne voyaient pas le problème. Et je leur ai dit, mais allez sur un forum ou un groupe de photos animalières. Postez une photo d'un lapin dans le bec d'un aigle, un aigle qui vient d'attraper un lapin comme ça en plein vol, avec le lapin dans le bec. Si c'est une photo qui avait vraiment été faite, un instantané, tout le monde va applaudir. Si c'est un montage d'un lapin pris d'un côté et mis dans Photoshop dans le bec de l'aigle de l'autre, sur le forum animalier, ces gens-là ils vont se faire jeter. Oui. Clairement. Il n'y a pas de raison qu'en astronomie, ce soit différent. Ouais. C'est vrai, bel exemple. Et oui, mais c'est pour ça. Le problème, c'est que nous, on le verra forcément, tu vois, même avec une charte, le gars qui veut tricher, nous, on le verra, mais pour les trois quarts, les néophytes, pour eux, c'est, si l'image, elle est flashy, s'il a poussé la saturation, tu vois, voilà. Et quand on veut, et si quelqu'un veut faire une charte comme ça, je pense qu'il peut s'inspirer des règlements de concours. Parce que les concours photos, maintenant, ont des règlements justement qui essaient, je vois en photo de nature, des règlements qui essaient justement de se prémunir contre des montages en disant il faut que la photo, elle soit pas retouchée comme ci ou comme ça, ou il faut que ce soit une seule prise. Enfin voilà, je pense qu'il y a beaucoup de, si on veut faire une charte, il y a beaucoup de pistes dans les règlements de concours photo non astronomiques, bien sûr. Et oui, mais ça fonctionnerait que à condition qu'il y ait un concours. Mais celui qui a la course aux j'aime sur Facebook, par exemple, lui, il ne se gênera pas, quoi. Quand on voit qu'on en prend en flag, Mathieu, c'est voix de qui et qui le nie, quoi. À coup de topaz, à coup de. Et c'est très compliqué parce que c'est la course aux j'aime et la course à la reconnaissance, parce que les néophytes, plus tu as de j'aime, plus ton image fait le tour, plus tu as une certaine reconnaissance qui apparaît, même si la personne ne le mérite pas. Donc ces gens-là, je pense que même avec une charte, ils continueront, quoi, parce qu'il y en a qui sont allés, il y en a qui vont extrêmement loin quand même. Il y a eu une solution qui est en train de se faire dans certains groupes, c'est de demander les bruts et les stacks d'empilement aux personnes envers qui on a des doutes. Et à partir du moment déjà où on a certaines données brutes ou les stacks d'empilement, on peut quand même avoir une idée, est-ce que c'est possible d'arriver jusqu'à ce résultat ou pas, sans pour autant leur demander parfois, on va dire, leur secret de traitement, qui est propre à chacun. Chacun a des affinités différentes avec les traitements. Mais c'est vrai que ça peut être gênant parfois quand on voit, comme tu viens de le dire au niveau du calamar, des heures et des heures de pause avec un S7S. Alors là, Fred pourra peut-être mieux en parler que moi, mais je ne sais pas s'il est très, très sensible dans le O3. Dans le O3, je ne sais pas ce qu'il donne. Sous un bon ciel, enfin, le calamar, moi je l'avais tenté avec la 7S, mais avec un Samyang à F2. Et et en 4-5 heures de pause, déjà, je commence à l'apercevoir. Non, mais moi, là, je ne te parle pas de l'apercevoir. Hein. Non, je te parle d'être devant, rétro-éclairé, et en version Las Vegas quand même. Hein. Voilà, après, si le gars est en Bortle 1, qu'il a posé, alors tout dépend comment il a posé avec la 7S, il a posé 30-40 heures. Non, 7 heures.
Ah ouais, là, c'est chaud quand même. Parce que, ouais, voilà, il y a des choses, nous, on a vu certaines images prises en 4-5 heures, tu te demandes comment c'est possible. Et puis, parfois, ils envoient leur brut et tu as le doute parce que c'est pris sous un très, très bon ciel, effectivement, et tu te dis, ah, bah, pourquoi pas. Et regarde certaines brutes parfois ou certaines données qu'on peut avoir gratuitement sur Internet qui viennent du Chili. Tu as des 6 fois 900 secondes, tu as zéro bruit. Tu te dis, mais comment c'est possible? Rien. Et c'est pour ça qu'après, voilà, c'est compliqué parfois de détecter de la triche. Moi, ce que je trouve le plus perfide, c'est plus les mélanges effectivement d'images avec d'autres images qui sont superbes pour pouvoir gagner soit en détail, en netteté ou je ne sais pas quoi. Et là, par contre, là, c'est le côté mal intentionné. Oui, piquer des images double. Voilà, piquer des images double ou pour gagner en détail, tu viens faire un petit mixage à 50-50 avec ton image, tu vois rien. Enfin, tu vois rien. Tu te demandes comment c'est possible en fait. Ouais. Le gars qui a un télescope qui fait 500 mm et l'autre qui a une lunette de 80, enfin, je suis désolé, mais en termes de résolution, on ne va pas avoir la même chose, quoi. Je vous remercie de vos différentes opinions là-dessus. Je trouve que c'est un sujet qui méritera qu'on s'y attarde un peu. Mathieu. Je demande juste une petite exception faite, mais là, c'était un autre sujet qu'on a déjà abordé. Là, on a parlé de seeing vite fait et de très bon seeing. Petite exception par rapport au Lucky Imaging. Donc, il y avait une émission là-dessus. Oui, avec Stéphane, qu'on a fait avec Stéphane Gonzalez. Voilà, le montage que certains font entre du ciel profond avec des grandes pauses et parfois donc des petites pauses en Lucky Imaging. Alors, je vais reparler de l'image, par exemple, de Mathieu Guinaud qu'il a fait avec Stéphane. Et alors, excusez-moi, mais je ne me souviens plus du nom du troisième acolyte qui permettait de faire un trou aussi, oui. Voilà. Mais bref, je vous invite à aller voir cette image. Elle est extraordinaire, je vais la mettre en incrustation. Elle est superbe, elle est magnifique. Et à partir du moment où c'est dit, en fait, y a aucun ça problème. passe tout seul et là, ça fait le tour aussi. Hein. Ouais. Ça commence à faire le tour. Donc, c'est possible de faire des images superbes chez nous avec différentes techniques de pose. Absolument. Et une dernière question, David. L'image qu'il y a derrière toi, ça ne serait pas un montage par hasard? C'est une excellente question, c'est une image zoom. Je ne sais pas pourquoi je la soupçonne de ne pas être totalement réelle. Puis je vais demander à ceux qui nous regardent de ne pas hésiter à nous donner en commentaire un peu leurs avis sur cette question, savoir si même sur eux ça a eu un impact à un moment ou à un autre. En tout cas, je vous remercie, messieurs. Et on va passer immédiatement à la rubrique alignement polaire. Il y a déjà quelques mois, la marque Sharpstar, on va la refaire. Il y a déjà quelques mois, la marque C'est l'enfer. Il y a déjà quelques mois, la marque Sharpstar a annoncé l'arrivée d'une monture équatoriale harmonique nommée Mark III, qui avec un poids de 7,95 kg annonce supporter 18 kg sans contrepoids et 26 kg avec. Le tout avec Wi-Fi intégré, pleine compatibilité ASCOM et Indy pour un tarif d'environ $2 900. Mes questions seront simples. D'où vient la douce dénomination harmonique, qui fait un peu rêver, j'avoue? Ces montures sont-elles supérieures aux montures classiques et valent-elles le coup? Pour moi, elles valent le coup, oui, parce que surtout par rapport à leur portabilité. C'est clair que là, c'est des montures qui sont quand même super légères et qui arrivent à quand même apporter un certain poids sans l'ajout d'un contrepoids supplémentaire. Mais pour moi, je pense qu'elles ont quand même des limites. Déjà, la prise au vent, il ne faut pas se leurrer. Des petites montures comme ça, elle a beau être… s'il y a beaucoup de vent, je ne suis pas certain, mais bon, après, c'est toujours pareil. On ne shoot pas trop quand il y a du vent. Et ouais, non, je pense que ça peut être intéressant pour ceux qui font beaucoup de nomades. En poste fixe, honnêtement, j'en vois pas l'utilité. Après, qu'elle soit harmonique, la technologie en elle-même, c'est une histoire de force en fait. Elles ont beaucoup, voilà, il y a beaucoup de force. Par contre, elles ont comment on appelle ça, une erreur périodique quand même, qui sont quand même encore élevées, quoi. Alors, très lisse, malgré tout. Même si elles sont élevées, c'est quand même très lisse, donc ça se guide bien. Mais ça veut dire aussi que voilà, il faut guider. Donc, il y a des petites montures classiques qui je pense,
sont peut-être plus lourdes, mais qui peuvent se passer, par exemple, de guidage. J'avais vu des essais, moi, de cette fameuse monture, de la Sharpstar, je ne sais plus où. Et sans guidage, ils avaient du mal à tenir les 30 secondes, quoi. Ça peut être embêtant pour. Ouais. Parce que quand tu as une erreur périodique de plus 20, moins 20, ça commence à faire quand même. Hein. Alors, c'est sûr, il suffit juste de la guider. Mais l'économie de poids que tu as sur la monture, du coup, si tu veux en itinérance, s'il faut transporter une lunette de guidage, tu vois. Peut-être avec un diviseur, ça suffirait. Ou un diviseur, ouais. Mais si tu es sur un objectif, ça peut être compliqué, quoi. Tout dépend après. Moi, j'attends de voir pour l'instant. Parce que là, on est quand même sur des gammes de prix qui sont des gammes de prix de très belles montures équatoriales standard. Enfin, ouais, mais elles ont bien baissé. Je pense que c'est le M70 ou des choses comme ça. On n'est pas loin de ces prix-là, quoi. Parce qu'elles ont bien baissé. Et là, Sharpstar, là, sur ce coup-là, ils font mal aux autres, quoi. Hein, parce que il y a d'autres marques. C'est comment Crust? Non, c'est Crust. Ouais. Il y a Crux, voilà, Crux et puis Rainbow. Qui sont implantés depuis un petit moment, mais à des prix. Et là, je pense que Sharpstar, ils vont faire mal. Là. Au niveau tarif, c'est quand même assez hallucinant, quoi, ce qu'ils arrivent à sortir. Là. Mais je pense qu'il faut attendre un petit peu, pas être pressé, attendre que les. Voilà, qu'il y ait du retour un peu. Voilà, qu'il y ait des retours, parce que. On ne sait pas. Les Rainbow et les Crux, ils ont quand même des avis, moi, que je trouve assez positifs. Ouais. C'est vrai qu'après, le gros avantage de Sharpstar, là, c'est qu'il arrive à faire une monture qui supporte pas mal de poids pour un prix très modéré. Parce que c'est toujours pareil, on voit bien le prix des montures. Plus ils peuvent supporter de poids, plus le prix de la monture va être élevé. Et l'avantage de l'harmonique, c'est qu'elle va supporter beaucoup de poids pour un poids hyper réduit, en fait. Tu divises quasiment par 4 le poids de la monture. Donc, une monture de 7 kg qui peut faire, je ne sais pas, moi, donc quasiment 30 kg, c'est incroyable. Mais j'avais vu des tests comme ça sur le site. Je suis sur le site de Sharpstar Optics. Alors, je vois différentes photos. Je vois une photo de la monture sans instrument, mais avec une barre de contrepoids et des contrepoids au bout. Et je vois une photo de la monture avec un tube optique sans la barre de contrepoids ni les contrepoids. Donc, j'avoue que je ne comprends pas bien la logique de l'ensemble. Alors, normalement, elles sont données justement pour éviter les contrepoids. Il n'y a pas de frein, il n'y a pas de jeu d'engrenage, moins de frottement. Enfin, normalement, on est censé se dispenser de contrepoids. Et c'est pour ça que je rejoins totalement Fred par rapport aux prises au vent ou ce genre de choses. Le prise au vent, alors si je ne dis pas de bêtises, tu me diras Thierry, chez Sharpstar, le tube qu'ils ont mis dessus, il me semble que c'est un SCA 260 en carbone, le fameux casse-grain, le fameux casse-grain à F5. J'ai ce tube, je l'ai. Et vu le poids, franchement, j'ai du mal. J'ai du mal à y croire, quoi. Parce qu'il est quand même imposant, quoi. Pour l'avoir voilà, chez moi, je ne mettrais pas ce tube. Ce tube-là, honnêtement, il ne passerait pas sur une Q6. Ah oui. Ah oui, je ne déconne pas. Il est quand même relativement long. Il fait 260, ça c'est le miroir, donc il fait quand même un bon 300. Tu vois. La mise au point, elle est quand même assez. Il y a quand même un porte-à-faux important parce que la mise au point est quand même un peu reculée, un peu comme les Richelet chrétiens. Moi, ce type de monture, porter ce genre de tube, alors bon, c'est du matos à eux, voilà, ça fait vendre, mais c'est pour ça que je disais, je pense qu'il va falloir attendre un petit peu. Et il y a un autre défaut, alors je ne sais pas si la Sharpstar, je n'ai pas réussi à trouver d'infos sur ce modèle-là, si elle l'a ou pas, mais je sais que d'autres marques, Crux et d'autres, voilà, il n'y a pas de frein. Ça veut dire qu'en fin de session, si tu coupes le jus, ça tombe. Ça tombe. C'est-à-dire que, voilà, admettons, tu as ton tube qui est parqué direction de la polaire, ta barre de contrepoids en bas, si tu coupes le jus, tu as tout qui tombe. C'est le moteur. En direct drive. Je ne sais pas si c'est du direct drive, mais c'est quand les montures en direct drive. C'est comme les montures en direct drive. Ou alors en prise directe. J'ai eu une Gemini, une G53, et c'était pareil, il n'y avait pas de vis sans fin et tout. C'est très bien, hein. Mais alors, quand tu lâches tout, ça glisse d'un coup, quoi. Je suis aussi en train de regarder les spécifications et je cherche l'erreur périodique.
Parce que les montures type Direct Drive qui ont un très faible erreur périodique, ils n'hésitent pas à le mettre. Là, je ne trouve rien. Alors, Et chez Crux, c'est. et selon le bon principe suivant lequel un fabricant qui ne parle pas d'un point donné, c'est qu'il n'en est pas fier. Donc, ce qui est en général dans les pubs ou dans la communication, ce qui n'est pas dit est aussi intéressant que ce qui est dit. Je ne vois pas du tout cette Normalement, monture à part comme qualité de suivi. En fait, c'est pour ça que je me permettais de vous poser la question par rapport à cette monture-là, enfin à ces montures-là. Je veux dire, il ne s'agit pas de la marque Sharpstar particulièrement, même si en l'occurrence il y a ce modèle-là, mais c'était annoncé comme une espèce d'ultra révolution. Et puis, j'avoue que je ne connaissais pas les montures harmoniques. C'est le début d'une révolution. Pour Alors, l'instant, je pense que ça va évoluer. L'erreur périodique, il doit y avoir moyen de la corriger pour qu'elle soit plus faible. Je pense qu'on est technologiquement, pour l'instant, à moins d'avoir des moteurs harmoniques à des prix, ça doit exister mais après, si la monture elle coûte 20 000 euros, c'est pas la peine, quoi. Voilà. L'avantage, il parlait du backlash en avantage, qui a priori serait très très modéré. Mais après, sur l'erreur périodique, moi j'ai entendu comme Fred, plus 20, moins 20. Donc, ça impose du guidage, quoi. C'est quand même important. Et mais elle est lisse. Oui. Elle est lisse et voilà. Révolution peut-être pour du nomade, parce que c'est des montures donc, qui sont très très légères et à focale courte, ça peut peut-être suffire en fait. C'est possible. Maintenant, bon, je crois que c'était sur Cloudy que j'avais vu ça. Un gars, c'était avec un objectif Canon, un 400 f4. Focale courte. Focale courte, donc avec un APN. Donc là-dessus, diviseur optique, t'oublies. Ouais. Donc le gars, il avait une lunette de guidage, voilà. Et il avait essayé donc sans guidage. Et sans guidage, ça tenait pas à 30 secondes, ça filait, quoi. Donc, il était obligé de guider. Donc, ça veut dire le gain de poids de la monture, tu es obligé de rajouter une lunette de guidage. Voilà. En fait, c'est plus prometteur sur le papier qu'en réel. Ouais. Et parce que les montures harmoniques, d'après ce que j'ai lu, j'ai regardé un petit peu le sujet, les moteurs harmoniques, ça date des années 50. Donc, en fait, c'est très vieux. Ouais, c'est très vieux. C'est très, très vieux. Et après, l'adapter donc en astronomie, c'est une super idée en fait. L'idée est très bonne. Maintenant, de là à compenser toutes les petites erreurs et arriver donc à une erreur périodique correcte et puis être précis à quelques arcs secondes près, je ne sais pas ça. Il faudra du temps, que la technologie aussi le permette, peut-être tout simplement. Ça existe, oui, depuis très longtemps, mais c'était beaucoup plus gros. La miniaturisation a fait qu'aujourd'hui, on peut avoir ils ont pu implanter ça dans des montures, mais je pense que ça va aller vite, parce que on ne se rend pas compte à la vitesse où ça va, quoi. Est-ce qu'un encodeur là-dessus, ça peut suffire à avoir derrière Oui, tout à fait. Mais comme une monture ordinaire. Si on mettait des encodeurs absolus, ça corrigerait le tir. Mais ça, à quel prix? À quel prix? C'est pour ça que les directs. Quand je vois chez AP, chez Astrophysique, ça vaut le kit d'encodeur pour une 1600, ça vaut 8 500 euros. 8 500, ça pique. Donc, ça pique un peu, effectivement. L'intérêt de la monture pas chère et portable, elle perdrait tout son intérêt si on y mettait des encodeurs. Pour l'instant, si je dois synthétiser votre avis, que la technologie est à suivre, mais qu'il est urgent de ne pas se presser. Oui. Voilà. On va espérer que quelqu'un parmi nos spectateurs ait assez d'argent à mettre en l'air pour tester une harmonique et nous faire un retour d'expérience dans les commentaires. Mais bon, je continue à penser effectivement que le marketing de la chose mérite quand même qu'on soit prudent. Merci beaucoup, messieurs. On va passer tout de suite à la rubrique Play Solve. Pour moi, l'objet du moment, on en a parlé tout à l'heure, c'est la fameuse comète. La fameuse comète Léonard, que je ne peux pas vous présenter en photo parce que je ne l'ai pas prise. Moi, ça fait 2 mois que brouillard et pluie. Voilà. Mais moi, je pense que oui, c'est l'objet du moment, quoi. Une comète, c'est toujours un objet, c'est toujours quelque chose, quoi. Mais elle n'est pas si simple que ça parce que c'est très tôt le matin, au lever du jour, en fait. Elle est basse, très basse, quoi.
Mais je pense que c'est un objet qui mérite d'être visité, quoi. À partir du 12, une comète, c'est très difficile de le prédire, mais apparemment, à partir du 12, elle sera le moment où elle sera le plus brillant. Donc, visible, je pense, peut-être pas à l'œil nu, mais pas comme Neowise, je pense pas, mais visible avec des jumelles, sous un bon ciel, pardi. Elle se situera où exactement à ce moment-là? Alors là, en ce moment, par exemple, aujourd'hui, donc on est le 11, parce que je ne sais pas si la vidéo, voilà. Non, elle ne sera pas diffusée aujourd'hui. Voilà, donc, mais par exemple, aujourd'hui, on est le 11, elle est le matin, on la trouve entre l'amas de la ruche d'été, voilà, et M10. Donc, c'est dans le Serpent, ça, je crois. C'est du côté du Serpent, oui. Mais Ouais, c'est ça. Très vite. Elle descend très très vite dans le Serpent. Hein. C'est ça. Donc, après, elle va revenir le soir. Elle va frôler Vénus. Hein. Ouais. On va la voir revenir le soir près de Vénus. En fait. Et je me demande si elle ne perd pas de son intensité, je me demande même si on ne la verra pas mieux le soir. Parce que là, c'est vraiment le lever du jour. Hein. Alors, c'est marrant parce que quand j'entends Thierry parler de la comète passant près de Vénus, je vois Mathieu qui rigole, je me demande s'il n'y a pas une petite préparation. Là. Ah bah attends, il a préparé la photo. Mais alors avec une Vénus de quelle taille? Alors attention, on aura la Lune à ce moment-là qui va être un peu gênante. On approche de la pleine Lune qui va être le 18, je crois. Ouais. Il faudra essayer de viser entre les périodes de Lune et de mauvais temps aussi. Surtout du mauvais temps. Ouais, surtout ça. Ça va être très compliqué. Cette année, c'est… Des conseils en particulier, oui, c'est vrai que on n'est pas gâté. Des conseils en particulier sur la manière de photographier ce type d'objet? Parce que c'est la première fois qu'on parle d'une comète d'ailleurs dans l'émission. Alors pour des débutants, c'est tout à fait jouable juste avec un simple trépied. Bon, il faut, je pense, parce qu'elle est quand même pas grosse. Dans un 50 mm en objectif, elle sera visible, mais elle risque d'être quand même petite. Mais bon, si la personne n'a qu'un trépied, au-delà de 50 mm, c'est très compliqué de faire des poses de plus de 2 secondes. Quoi. Mais voilà, avec du matériel assez relativement basique, il y a moyen déjà d'avoir un beau souvenir. Hein. Un trépied, un APN. Mais bon, après, voilà, j'imagine que Thierry a déjà préparé le truc. Et là, ça va pas. À vrai dire, non, parce qu'avec les fêtes de Noël, le mauvais temps, la Lune, tout, non, j'ai rien prévu du tout. Mais je pense qu'effectivement, moi qui suis un fanat des focales plus courtes, là, la queue, elle fait. Il y a des gens qui ont fait des poses un peu longues sur la comète, la queue fait plus de 10 degrés. Donc, un téléobjectif sur une petite monture équatoriale, je pense que on peut déjà avoir une comète d'une taille assez raisonnable. Ouais. Et puis, avec un joli champ autour, quelques étoiles. Alors, c'est sûr, elle va être visible, pas en milieu de nuit, hein, ça ne sera pas Yakutake pour ceux qui l'ont connu. Donc, il faudra jongler entre les lueurs du crépuscule, un peu comme on l'avait fait avec la comète de l'année dernière. Hein, oui. Et vous, là-dessus, vous travaillez quoi? Vous travaillez sur une série de photos que vous empilez particulièrement? Vous travaillez sur de la photo unitaire? Vous conseilleriez quoi, suivant les niveaux et suivant le matériel? Moi, Neowise, j'ai fait les deux. J'ai fait en pose unitaire, mais bon, Neowise était quand même très très brillante. Ouais. Donc en pose unitaire, déjà, ça ressortait super bien, quoi. Elle se déplace vite. Hein. Je pense qu'il ne faudrait pas aller au-delà des 30 secondes en pause. Parce qu'après, ça va être compliqué. Mais oui, je pense que je pars sur une base de 30 secondes pendant 2-3 minutes et après faire un empilement avec Séquator, pas Séquator, PX ou autre. PX, ouais. Faire un alignement d'étoiles et un alignement sur la comète. Il y a moyen de faire un truc pour que le tout soit net. Voilà. Mais c'est pas une comète, on pourra pas poser 1 heure dessus, c'est pas possible de toute façon. C'est là ou un champ plus grand avec un objectif, à ce moment-là, quelques minutes, et puis avec Séquator derrière pour figer le paysage. Oui. Si on a un joli paysage, tout à fait. Ça va être très chouette. Hein. Ouais, je pense que c'est plus jouable pour ceux qui n'ont aucune culture, on va dire, astro. Ils peuvent déjà se faire plaisir avec ça, avec Séquator, parce que dès qu'on commence à manipuler PixInsight, sûr qu'il n'y en aura aucun qui ira sur Pix pour pouvoir choper la comète.
S'ils C'est veulent quoi tort, juste. c'est alors, je dis peut-être une bêtise, c'est une question que je pose. C'est valable si tu as devant, tu vois, un premier plan, quoi. Oui, Euh, oui. Ah euh, oui, oui, oui. voilà. Oui, Après, bah, il y a Cyril, un logiciel gratuit. Cyril fait très bien l'alignement comète et l'alignement étoile. Mais oui, si mais la ça comète est, demande déjà quelques compétences. ouais. Mais si la comète est basse, on doit pouvoir se faire un nightscape un peu sympa avec. Ouais, avec Oui, oui, même un déjà, joli je pense. arbre. Voilà, même un bel arbre avec une belle forme. Alors, c'est vrai qu'on est en hiver, il y a moins de feuilles, mais voilà, trouver quelque chose de joli. Il faut demander, mais il y a Maxime Oudou qui a fait une belle photo Elle est en magnifique, Nightscape, la photo. justement, Elle est très avec belle. sa Neowise. Ouais, elle est superbe. Comme quoi, après, il faudrait regarder les exifs. Je n'ai pas regardé précisément, mais c'est typiquement le genre de photo qu'on peut espérer, bon, avec du travail derrière, évidemment, mais plus facilement, je pense, qu'avec une lunette, alignement pix, etc., quoi. Ah oui, oui, le plus simple, c'est un trépied, juste un petit trépied, voilà, et même en une seule pose, ou même 4, 5, 10 poses, mais relativement courtes, c'est-à-dire de l'ordre de 1 à 2 secondes, et faire un empilement, tout à fait, avec ses quators. Puis après, ce qui est sympa, c'est qu'il y en a aussi maintenant qui montent des petites vidéos avec donc justement le déplacement de la comète. On voit les étoiles évidemment avec un filet, mais moi je trouve ça sympa aussi en fait. Et c'est là qu'on voit C'est qu'elle se assez... déplace vite. Hein. Et c'est là on voit qu'elle se déplace très vite, Et évidemment. celle-là, Ça donne une idée effectivement de la vitesse à laquelle elle bouge et ça c'est sympa aussi. ouais, ouais. Bon, bah, écoutez, on va conseiller à tous ceux qui ont la chance d'avoir des matinées dégagées pour l'instant et soirées éventuellement près de la Lune dans peu de temps d'essayer de se faire cette comète, ma foi, parce que c'est vrai que NeoWise avait laissé quelques beaux souvenirs Ouais. visuels. Et c'est vrai que la photo de Maxime est superbe. C'est Ah oui, oui. absolument magnifique. D'ailleurs, j'ai demandé l'autorisation de l'utiliser en illustration de cette rubrique. Merci beaucoup, Fred, pour cette proposition. Et puis merci Mathieu et Thierry qui n'a absolument aucun plan pour la photographier, c'est une évidence, de nous en avoir parlé et on aura l'occasion d'en discuter quelque part fin décembre. Merci beaucoup, on va attaquer la rubrique traitement. Et il n'y aura donc pas aujourd'hui exceptionnellement de rubrique traitement pour la simple et bonne raison qu'on va faire une émission spéciale qu'on va enregistrer le 17 décembre. Où on va retrouver Mathieu Guinaud, Aurélien Chaperon, Aziz Kewesh et j'espère Jean-Baptiste Auroux, s'il se rappelle de la date et de ses rendez-vous, pour pouvoir dépioter les différentes photos, et elles sont nombreuses qu'on nous a envoyées, et il y en a de plus en plus. D'ailleurs, merci beaucoup. Fred, cette première s'est bien passée, ça n'a pas Ah été oui, trop oui. douloureux, tout va bien, Non, non, du tout, impeccable. ça correspond à l'idée que tu t'en faisais. Oui, 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 oui. Ouais. Oui. Mais on Ça, voyait bien qu'il y avait une bonne ambiance, de toute façon. bon, ça va. Thierry Legault est gentil malgré son statut de superstar mentor Ah, pour nous tous. c'est impressionnant, mais c'est un honneur. Donc, voilà. Non, c'est moi, c'est moi. Je suis tellement surpris à chaque fois d'être réinvité que je me dis à la fin, je vais lasser avec mes histoires. Mais, bon. Alors, non seulement tu n'as pas fini d'être réinvité, tant que tu diras oui, c'est un peu comme le monsieur devant la machine à distributeur de soda qui dit, qui met des pièces, qui dit tant que je gagne, je joue. Hein, moi, tant que tu accepteras les invitations, ma foi, ce sera un grand plaisir. Mathieu, merci aussi beaucoup pour cette Merci à année. toi. Tu as été dans les tout Super. premiers à avoir lancé la chose avec Thierry. Et puis, on se dit qu'on signe pour 2022, si ça vous tente. Et je Pas de pense souci. qu'en 2022, on aura encore pas mal de nouveautés en termes de matériel à traiter. Et puis j'espère surtout qu'on aura tous un ciel plus clément pour pouvoir sortir des images et sortir le matériel qui commence à prendre un petit peu la poussière. Je vous souhaite. Là, j'entends Aziz rigoler, là, tu vois. Ouais, mais il va falloir qu'il se fasse discret parce que, alors en plus, je dois avouer qu'on devait, nous, avec Astroflite, aller au Maroc il y a 2 semaines pour installer un télescope chez Aziz et on s'est fait planter par l'administration française pour une sombre histoire de passeport. Et heureusement, puisque au moment où on devait repartir du Maroc, il y a eu fermeture des frontières et des vols. Ouais. Et donc, j'y serai peut-être encore. Donc, les copains aussi. En tout cas, Aziz ne peut pas trop se moquer de nous parce qu'à un moment ou à un autre, on va être physiquement devant lui et on sera plusieurs. Voilà. En attendant, on l'embrasse évidemment. Je vous souhaite à tous les trois une d'excellente fête de fin d'année. Profitez-en bien et puis on se retrouve début 2022. Je vous embrasse et puis bonne fête de fin d'année aussi à tous ceux qui nous regardent. À très bientôt. Ciao.